Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un tout nouvel épisode d'un échange avec Titou. Aujourd'hui je suis avec Steven. Salut Steven, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va nickel, merci de m'accueillir dans tes bureaux, dans tes locaux Plaisir. et d'avoir accepté surtout l'invitation. Écoute. Je vais te laisser te présenter un petit peu ton parcours, tes expériences, tout ça. Oui, bien sûr. Donc moi c'est Steven, je suis développeur depuis maintenant 2 ans et demi. J'ai toujours adoré la programmation et l'informatique, tout ça, donc ça me paraissait logique de faire quelque chose dans cet univers. J'ai commencé en faisant la programmation, la première fois que j'en ai fait c'était du coup au lycée, en terminale en fait, dans ma filière il y avait possibilité d'avoir une option informatique. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé la programmation avec du web, donc des choses assez classiques pour commencer. Et j'ai apprécié et je me suis dit que j'allais pouvoir faire des choses que j'aime, par exemple le jeu vidéo, donc je suis super fan et je me suis dit c'est quand même vraiment cool. Donc j'ai fait une école de jeux vidéo par la suite, qui combinait et game design et programmation. Donc game design c'est tout ce qui est création des règles du jeu pour rendre un jeu intéressant, etc. Et programmation pour créer en fait tout le contenu du jeu. Et j'ai fait ça donc à une école parisienne, j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc là j'ai appris des outils de programmation plus approfondis que juste du web, des choses comme ça. Là vraiment c'était créer en fait des jeux vidéo, donc avec différents outils qui sont utilisés professionnellement comme Unity. Et par la suite j'ai fait un hiatus de 3 ans où en fait j'apprenais la programmation à des enfants. Pour leur apprendre à faire justement des jeux vidéo, donc c'était des tranches d'âge de 6 à 17 ans. On leur apprenait des choses pour commencer la programmation, donc des outils très faciles à apprendre, beaucoup plus visuels que de la vraie programmation comme on peut voir sur l'écran. Et ensuite, en fonction des tranches d'âge, ça allait plus pousser ou pas, donc les plus grands, on leur apprenait à faire ce que j'apprenais donc moi à l'école de jeux vidéo avec du Unity, des choses comme ça, donc faire des jeux en 3D un peu plus poussés. Et même, on a fait même des cours d'intelligence artificielle, du coup, pour les c'était cool. C'était sympa. On pouvait montrer comment créer un modèle d'intelligence artificielle et faire en sorte que, avec l'apprentissage du modèle, du coup, on pouvait faire une voiture qui allait suivre des parcours, donc c'est des stages d'1 semaine, tu vois, donc c'est très poussé, mais c'est bien pour apprendre le départ. Après, j'ai repris mes études, du coup, je suis allé à l'école 42 de Xavier Niel. Qui est super pour moi parce que j'avais les cours théoriques, tout ça, c'était pas trop pour moi, et là c'est vraiment de la pratique et de l'échange entre étudiants. Donc t'as recommencé Ouais. où t'es rentré, parce que du coup t'as eu bac plus 2, enfin t'as fait 2 ans d'études dans une autre école. Ouais, c'est ça. Et donc t'es rentré en 3e année là-bas direct ou t'as tout recommencé? Non, en fait c'est pas du tout le même cursus. C'est pas du tout, non. Donc j'ai recommencé là-bas, mais c'est une autre façon de voir la programmation, c'est-à-dire que le jeu vidéo, on apprenait des outils en fait. On apprend de la programmation, on apprend surtout à utiliser des outils pour faire de la programmation. Et là, c'était vraiment de la programmation, ce qu'on appelle bas niveau, qui est en fait, on n'utilise pas, c'est vraiment, on écrit notre code, on le compile et voilà, on passe pas par un outil tierce comme on peut faire avec ce que j'avais fait dans l'école de vidéo. Là, vraiment, on faisait tout, c'est-à-dire que mon projet de fin d'année, bon, c'est pas vraiment des années, mais le gros projet que j'ai fait avant de pouvoir rentrer en stage, parce qu'il faut valider certains projets, c'était de faire du coup un jeu en 3D, mais on a fait tout nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a fait le moteur 3D. Donc ce qu'on utilisait en fait à l'école, là on l'a recréé, donc avec des maths 3D, des choses comme ça, des matrices, tout ce que tu peux imaginer pour faire des mathématiques 3D. Et ouais, ça du coup c'était vraiment sans passer par un outil, juste nous-mêmes créé en disant là il y a un point et en fait si jamais tu tournes la caméra, et bien ce point là il va bouger par rapport à des règles de mathématiques. Voilà, et du coup j'ai fait cette école là et ensuite j'ai fait un stage, un autre CDI et là je suis à mon 2e CDI. Ok, stylé. Ouais, du coup c'est quoi un petit peu dans ce que tu fais là, tes missions, tes tâches, c'est quoi un petit peu en tant que développeur, ça dépend beaucoup. Moi, je suis dans une équipe toute petite parce que je suis dans une startup où je suis le seul développeur en fait. Donc j'ai un peu la casquette de lead développeur, même si je lead personne puisque je suis le seul développeur, je lead moi. Et c'est déjà bien. Ouais, c'est ça, c'est déjà pas mal. Et c'est pas une mince affaire. Non, et oui. Là, du coup, mes tâches, c'est plus, c'est du global en fait, vu qu'on a un produit, donc c'est dans la médecine. On a un produit qu'on veut qui aille
pour de la rééducation, dextérité, tout ça. Donc le point final, ce serait qu'il soit disponible dans les hôpitaux. Okay. Et là, actuellement, vu que les cycles d'achat en hôpital et tout, c'est très long, donc je suis moins pressé que dans mes anciens travails. Donc ça dépend un peu en fait. Là typiquement, c'est faire en sorte que le produit soit fonctionnel, qu'on rajoute des fonctionnalités pour qu'il soit ce qu'on appelle scalable. Donc c'est-à-dire qu'actuellement, il fonctionne pour un hôpital, mais c'est quand même un outil de recherche à la base où on va récupérer toutes les données qui ont été utilisées, toutes les données qu'on a par rapport à l'utilisation des utilisateurs. Ce qu'ils ont fait, on va avoir des données pour savoir si l'outil fonctionne réellement, les avantages qu'il a, etc. Parce que comme je dis, c'est tiré d'une thèse à la base. Et en fait, il faut, si on utilise ça qu'à un hôpital, on peut récupérer les données assez facilement, on y va, on prend clé USB, on récupère les données, etc. Mais vu qu'on veut que ce soit dans plusieurs hôpitaux, etc., il faut aussi réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on va faire, donc potentiellement mettre une base de données sur le cloud. Là, c'est l'étape où on est en fait, c'est ce qu'on appelle le fait de scaler. Donc se dire, ok, je fais un truc pour un truc petit, mais il ne faut pas que ce soit à chaque fois un chantier pas possible dès qu'on veut agrandir. Okay. Donc j'ai beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Ok. Et c'est quoi du coup, toi dans ce que tu fais, c'est quoi les difficultés que tu rencontres? Alors les difficultés, c'est un travail, c'est pas quelque chose d'éprouvant, c'est-à-dire à la fin de la journée tu t'en pas mal au doigt. Quoi. Ouais. Mais par contre, tu peux avoir mal au crâne. Quoi. Il y a des fois où vraiment tu dois résoudre un problème. Par exemple, je sais pas, récemment là, j'ai dû faire une version de l'application pour un CHU en Belgique où en fait on devait utiliser deux outils au lieu d'un seul comme on utilise normalement. Et là, il a fallu que je me confronte assez fortement à comment existe actuellement l'application et comment je peux faire pour qu'elle fonctionne avec deux machines. Donc, ce qui n'est pas du tout la chose à faire, la chose prévue à la base. Donc c'est beaucoup de réflexion et c'est surtout ça les problématiques en fait. Okay. Une fois que tu sais comment faire, c'est pas très compliqué, c'est des outils comme un autre. C'est un peu comme si un menuisier disait ok je veux faire un truc super compliqué. C'est pas trop le fait de le faire, c'est plutôt se dire ok là il faut que je fasse attention, c'est-à-dire planifie bien et ça facilitera les choses après. Donc c'est vraiment tout ce qui est en amont en fait, la réflexion et voilà. Ok. Et du coup, dans l'inverse, c'est quoi ce que tu aimes, ce que tu kiffes faire et c'est les points forts en fait du coup de ce que tu fais quoi. Ouais, alors moi ce que j'aime beaucoup c'est le côté création, c'est-à-dire que c'est un métier où c'est pas un métier manuel évidemment, mais quand tu fais quelque chose, tu as les résultats directement. Donc je trouve ça très gratifiant. C'est quelque chose qui est c'est pas répétitif, c'est-à-dire tu fais jamais la même chose. Ça dépend, là récemment j'ai dû faire une version de l'application qui était traduite en anglais parce qu'on va aller dans un salon en Allemagne et il y avait des étapes répétitives quand même parce qu'il fallait que je traduise tous les textes. Donc il y a des côtés répétitifs, mais il y a suffisamment de nouveautés pour que ce soit quand même assez captivant. Quoi. Et en plus là, comme je dis, je suis dans une petite équipe, autant dans mon ancien emploi, c'était un peu plus compliqué. On avait beaucoup de tâches journalières, c'est-à-dire que tu arrivais le matin, tu savais pas ce que tu allais avoir dans la journée, et c'était répondre à des tickets utilisateurs, des choses comme ça. Ouais. Et là, ça peut être très laborieux, mais là, c'est bien de voir l'avancée du projet en fait. C'est très gratifiant. Et puis sinon, un des plus, je sais pas si tu vas regarder, mais le salaire, c'est vraiment... Bah non, ça c'est une question qui arrivera un petit peu à la fin. Okay. Bon, je te demanderai pas combien tu gagnes. Hein. Et justement, est-ce que tu as eu un moment de réussite dans ta carrière ou sur un projet une petite anecdote qui t'a marqué, un truc Ouais, typiquement, comme je disais, la version avec les deux mains, avec les deux manettes là, pour le CHU en Belgique, c'est-à-dire CHU, c'est quoi? C'est un centre hospitalier universitaire, je crois. Ok. Je peux vous dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. En fait, ils vont faire une étude sur 100 personnes et ils voulaient pouvoir utiliser l'outil d'une manière différente. Et du coup, on nous a demandé si on pouvait faire ça. Donc moi, j'ai estimé que ça prenait 10 jours de travail, 2 semaines, quoi, lundi, vendredi, 2 semaines. Parce que c'était quelque chose qui était inconnu pour moi. La machine, j'avais pas trop encore utilisé tout ce qui était communication entre la machine et le PC. Bon, ça existait déjà et voilà. Et là, en fait, le fait de devoir le faire pour 2 machines différentes, c'était beaucoup de problématiques. Ouais. Je savais pas trop comment faire parce qu'en plus, la personne qui avait fait cet outil-là était déjà partie depuis bien longtemps. Et au final, sur les 10 jours, ça m'a pris une journée et demie, je crois.
Donc vraiment, la première journée, j'ai charbonné comme pas possible. Et le lendemain matin, je me souviens, je dis à mon boss, ouais, c'est bon, j'ai terminé. Il me dit, t'as terminé quoi Je dis, bah, j'ai terminé. Et donc après, évidemment, on a dû quand même faire un compte rendu parce que le gros du travail a été fait très rapidement, en fait. Ouais. Et après, il y avait des choses à modifier. Donc ça a pris quand même 10 jours. Hein, mais vraiment, j'étais satisfait que la partie la plus compliquée pour moi a été faite assez vite. Est-ce que tu peux me donner 3 mots pour définir un bon salarié en général, donc tu vois, en général de tous les métiers confondus, et 3 mots pour un salarié dans un développeur logiciel, dans ce que tu fais? Alors, 3 mots pour un salarié général, je dirais discipline, plus que motivation, parce que t'as pas besoin de motivation quand t'es discipliné. J'ai pas envie de dire passion, mais un intérêt au moins. Ouais. Quand même, ça aide. Que ce soit dans l'industrie dans laquelle tu travailles ou de manière générale pour l'emploi. Et troisième, social quoi. Genre, si tu passes quand même 35 heures par semaine, c'est une belle partie de ta vie, donc c'est bien d'être agréable avec les gens avec qui tu travailles. Pour l'un et pour l'autre, si toi t'es super gentil mais qu'un mec en face de toi il est pas cool, voilà. Et sinon, pour un développeur de manière générale, je dirais autonome, parce que c'est quand même très important de pouvoir se débrouiller tout seul, surtout que maintenant, à notre époque, tu peux quasiment tout trouver. La formation 42, justement, ça aide beaucoup à ça, c'est pouvoir trouver toi-même les outils qui vont pouvoir t'aider, sans avoir besoin d'aller demander toujours à droite à gauche. Et donc, autonomie. Je dirais pareil aussi, on va être intéressé parce que typiquement moi c'est ce que je dis, c'est ce qui flanchait un peu sur mes anciens contrats, c'est que après c'est normal quand tu commences quelque part, tu commences avec tes prix quoi. Et c'était quelque chose qui m'intéressait pas spécialement et maintenant j'ai trouvé un truc dans un domaine qui m'intéresse beaucoup plus, donc la médecine, là c'est vraiment, t'es content de te lever le matin quoi. Et en dernier, la fête, non, ouais, si, en vrai, je dirais quand même, en fait, je répète, mais je veux dire être sociable. Le côté, jovial, bonne humeur. Ouais, c'est ça, parce que souvent les développeurs, alors plus trop à notre époque, mais à l'époque, c'était décrit comme des mecs qui étaient dans la cave, qui travaillaient pendant 15 heures par jour et qui sortaient jamais, et qui se lavaient jamais, etc. Et on est parti bien loin de cet archétype, ce qui est pas plus mal. Et non, et ouais. C'est quand même bien, justement. En fait, c'est de plus en plus social comme travail. C'est-à-dire qu'on a des project managers, des choses comme ça, mais très souvent, le développeur, c'est bien, enfin, il va participer à des réunions, des choses comme ça. Il sera obligé à un moment ou à un autre. Donc, c'est bien de pouvoir bien communiquer. Donc, communication, c'est pas mal. Ok, ouais. Parce que c'est un truc quand même assez technique ce qu'on fait, mais c'est bien de pouvoir l'expliquer aux gens sans trop rentrer dans les détails. Ok, voilà. Et justement, par rapport au salaire, est-ce que c'est facile d'en vivre ou c'est, t'es pas malheureux quoi. Après ça dépend encore de la société dans laquelle tu travailles. Oui, c'est ça. Okay. Non, après ça dépend de la société, mais on a quand même en entrée c'est quasiment ingénieur. Okay. Techniquement, moi je suis ingénieur informatique, comme on dit, ingénieur logiciel. Ouais. Donc non, ça touche très bien. Okay. On a un des rares emplois qui existent en fait dans toutes les industries. C'est-à-dire que si tu es développeur web par exemple, je connais pas une entreprise qui a pas besoin d'un site web typiquement, tu vois. Ouais. Il y en a qui ont besoin de plus que d'autres, mais tu vas à la boulangerie du coin, tu leur dis vous avez besoin d'un site internet, c'est toujours utile, tu vois. Ouais. Et du coup on a un des rares avantages de pouvoir changer de travail tous les 2-3 ans et avoir une augmentation de 15-20% minimum quoi. Donc niveau salaire, puis en plus si tu vas dans d'autres pays après ça peut être intéressant aussi. Clairement, ouais. Et toi, comment tu vois l'évolution de ce métier-là? Alors c'est vraiment un métier je pense qui n'est pas prêt de disparaître parce qu'en fait concrètement, les métiers qui font disparaître d'autres, c'est à cause de nous. C'est-à-dire que tout ce qui est les bornes McDo, tout ce qui est les bornes McDo, les drones, les choses comme ça, c'est un développeur qui est derrière. Donc, est-ce que pour toi c'est un métier d'avenir? Ah oui, totalement. Ouais. Ça fait plusieurs décennies que c'est un métier d'avenir et c'est pas prêt de partir. Même on voit avec la recrudescence des intelligences artificielles qui font des dessins, des choses comme ça. Ouais. Je sais pas si tu as pu voir,
Et ça, c'est des IA qui ont été créées par des développeurs. Donc après, il y a différents domaines, mais c'est ça aussi, c'est que c'est très large. Tu peux avoir développeur web, développeur logiciel comme je fais moi, développeur, tu peux avoir un data scientist, data analyst, donc qui est plus dans l'intelligence artificielle. Voilà, il y a vraiment beaucoup de travail. Et même si après, il y a beaucoup d'évolution, c'est-à-dire que si tu veux plus être développeur, tu veux pas coder 10 heures par jour, tu peux clairement être passer dans le côté project manager, comme je disais tout à l'heure, et du coup échanger machin, tu peux faire, je sais plus ce que c'est le nom, mais des gens qui font de la vente de logiciels, donc en fait qui ont une connaissance technique du produit et qui vont aller dans les entreprises pour dire tous les intérêts, plutôt que de juste dire notre logiciel c'est super cool, ils vont dire notre logiciel c'est super cool parce qu'on fait ça, on utilise tel techno, etc. C'est pas un métier qui est prêt de disparaître. Comment tu optimiserais et tu améliorerais en fait la collaboration entre les différents employeurs, les salariés et tu vois en fait dans le monde du travail en général? Dans le monde du travail en général, la communication, des outils de communication il y en a beaucoup. Il faut bien les utiliser. Je sais que c'était quelque chose qui flanchait pas mal dans les anciens tafs, que ce soit quand j'apprenais la programmation anglaise ou même mes tafs de développeur, c'est que s'il y a un palier de l'échelle où la communication n'est pas bonne, en fait, tout ce qui est en dessous, t'auras pas les bonnes infos. Ouais. Donc ça, c'est un gros problème. Après, évidemment, c'est un souci qui est beaucoup plus présent sur des grosses entreprises. Là, on est deux, on travaille côte à côte, donc quand j'ai besoin de lui dire quelque chose, c'est pas compliqué. Bah, tu me le dis, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vraiment. Mais je pense que c'est ça, la communication, c'est le plus important et se rendre compte qu'on n'est plus dans une dynamique Enfin, ça dépend des entreprises, mais on n'est plus dans une dynamique de boss, tu fais ça, machin, En tout cas, pas en développeur. En développement, ça va faire un peu prétentieux, mais on est tellement un maillon nécessaire en fait de l'entreprise que ça sert à rien d'avoir une espèce de dynamique de. Voilà, c'est de l'entraide. Vous êtes tous les deux là pour le bien de la boîte. Donc voilà, il faut arrêter les trucs du management un peu participatif, entraide, tout ça, c'est ça. Compréhension. Il faut participer, bien communiquer et estimer que tout le monde est là pour le bien de la boîte. Quoi. Évidemment qu'il y a des gens qui sont là parce qu'ils veulent pas embrouiller, mais parce que le salaire est bien, mais c'est quand même. Ouais, c'est quand même important. Ok. Et toi, si tu avais là un moyen, tu disposes comme ça pour changer n'importe quoi dans ton entreprise ou ajouter quelque chose en plus, ça serait quoi? Un moyen qui te permet de vraiment tout faire. Qu'est-ce que tu changerais? J'hésite entre avoir une équipe, parce que quand même là du coup je fais tout, ce qui est agréable, mais bon, c'est quand même sympa de pouvoir déléguer un peu, et qu'on ait des fonds, parce que vu qu'on est encore à l'étape de start-up, l'employeur, mon collègue du coup, il est obligé de faire des tâches qui sont pas ce qu'il fait lui c'est un chercheur, et là il est obligé de faire des trucs de vente, des choses comme ça. Donc en fait non, si on peut juste agrandir l'équipe et avoir quelqu'un qui fasse voilà. Ok, agrandir l'équipe, ce serait bien. Bon, si jamais le boss il voit cette vidéo, voilà. C'est pas lui, heureusement. Bon, c'est pas lui. Bon, si la boîte, si le président de la boîte. Pour finir, quelqu'un d'étudiant qui veut se lancer dans ce milieu, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Il y a énormément de ressources sur internet où tu peux apprendre tout seul la programmation. C'est pas forcément. Ça dépend des gens. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent aller en fac. De toute façon, dans quasiment toutes les grandes villes, même les plus petites, je pense qu'il doit y avoir des cursus pour faire ça. Et si jamais vous n'avez pas d'école à côté de chez vous qui font ça, vous pouvez trouver sur internet. Je sais qu'il y a des cours du MIT, des cours de Harvard, etc., qui sont en libre service pour apprendre. C'est vraiment. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'outils pour apprendre la programmation à n'importe quel niveau. Des langages de programmation, il y en a pareil des centaines, vous pouvez apprendre des trucs qui sont plus IA, plus web, plus jeux vidéo, si c'est ce que vous voulez faire. Il y a énormément de choses comme ça, et sinon un gros conseil que je peux donner, c'est d'apprendre bien l'anglais, parce qu'en fait c'est de l'anglais concrètement. C'est que des mots-clés anglais, des phrases comme ça. Donc ça aide beaucoup de savoir que tel mot-clé veut dire ça. Et de toute façon, de manière générale, vu que c'est quand même un métier assez à l'international. Mon ancien emploi, du coup, j'étais dans la finance et je communiquais avec des gens du Mozambique, des gens de Singapour, des gens d'Amérique latine, des choses comme ça. Donc c'est toujours un plus. Après, c'est toujours pareil dans tous les métiers, je pense, mais
Mais là, ouais, pour bien apprendre, en fait, vu qu'il y a énormément de ressources, comme je dis, les cours d'Harvard, du MIT, ils sont en anglais. Donc apprendre l'anglais, c'est vraiment bien. En plus, c'est pas très compliqué, puis ça peut servir à toute notre vie. Donc, apprendre, commencer par tester soi-même. Comme je dis, il y a plein de petits trucs que vous pouvez faire en 1 heure sur votre PC le soir en étant le week-end. Faites ça tranquille, vous regardez si ça vous intéresse. Et voilà. Ok. Ouais. Ok, merci Steven. Pas de soucis. Et puis, je vous dis à la prochaine et à très vite pour un tout nouvel épisode. Salut tout le monde. Salut.